Bonjour à tous. Donc juste pour tous ceux qui ne connaissent pas les cycles de conférences, donc on est sur les conférences risques et vulnérabilités, informer et prévenir, portées par à la fois des enseignants-chercheurs en psychologie et en STAPS, le bureau de la vie étudiante et notamment l'association Psychroco, et enfin le SUMS, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Notre but ici est d'aborder divers sujets, il y en a qui viennent à chaque fois, on les reconnaît, on les voit. Le sujet d'aujourd'hui est changeons de regard sur les identités et orientations sexuelles, avec en première partie la diversité des orientations et des identités sexuelles, suivi d'une partie sur l'homoparentalité, et enfin on finira par l'homophobie dans le sport. Voilà. Pour commencer, je vous présente Madame Le Vigourou qui a gentiment remplacé Madame Charbonnier, ça devait être moi à la base. Et je suis très contente que ce soit Madame Le Vigourou qui présente à ma place cette partie-là. Donc Madame Charbonnier avait fait sa thèse sur notamment le coming out, donc elle était experte dans ce sujet. Madame Le Vigourou et moi, elle fait beaucoup plus que moi. Donc les questions, vous nous aiderez à répondre aux questions tous ensemble. Merci. Bon, je vais essayer de faire au mieux. Vous pardonnerez les légers couacs, j'ai pu la bosser qu'un quart d'heure avant de venir. Évidemment, les questions, je vais être en difficulté pour y répondre. Donc, gardez-les en réserve et ce seront les intervenants extérieurs, enfin suivants, qui pourront plus facilement vous répondre que moi. Donc l'idée de cette présentation, c'est un petit peu d'introduire cette notion d'homosexualité. Et donc on va commencer par une question qui est: est-ce que pour vous, LGB, la terminologie LGB et la terminologie homosexuelle renvoient à la même chose? Est-ce que c'est pareil? Oui, non, oui et non. Alors on va faire rapidement un sondage. Qui dit oui? Ok. Qui dit non? Ok. Plutôt tendance vers le non. Alors, en fait, la bonne réponse, c'est oui et non. Je n'avais pas forcément de vote oui et non, vous pouviez voter sur les deux. Alors, pourquoi oui? Oui, parce que LGB et homosexuel décrivent la même chose, c'est-à-dire le fait d'avoir une orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle. Non, dans le sens où d'un point de vue de synonymie, ces deux termes ne renvoient pas à la même chose, notamment parce que le terme d'homosexuel a longtemps été utilisé au niveau psychiatrique comme étant la description, la terminologie liée aux troubles. Et justement, le terme de LGB se distingue et est différent du terme d'homosexuel par ce désir de se détacher de cette référence psychiatrique et de dépathologiser cette notion d'homosexualité. Donc aujourd'hui, utiliser le terme de LGB, c'est la terminologie qui est politiquement correcte et qui donc va être utilisée. Vous avez ici la couverture du tout premier manuel diagnostic et statistique, donc qui renvoie aux troubles psychiatriques. Et dès les années 1950, avec la parution de cette première édition du DSM, l'homosexualité est intégrée comme étant un trouble psychiatrique et il est intégré dans le chapitre des déviances sexuelles. Dans la deuxième parution du DSM en 1968, l'homosexualité est toujours un trouble psychiatrique, mais il change de chapitre, il passe parmi les troubles de la personnalité. Avec la version révisée, le terme de homosexualité disparaît du manuel psychiatrique. Donc on a un petit peu cette idée que l'homosexualité n'est plus un trouble psychiatrique. Pour autant, finalement, la notion reste la même parce que dans le DSM-2R, on va parler de désordre d'orientation sexuelle. Et lorsque l'on passe à la version 3 du manuel, on va revenir sur le terme d'homosexualité avec le terme d'homosexualité égodystonique.
Et ce n'est finalement qu'en 1994, donc assez récemment dans l'histoire de notre société, que le terme homosexualité et toute notion qui y renvoie disparaît du manuel des troubles psychiatriques. Donc c'est quelque chose qui est très récent et on va retrouver ce cheminement également avec le terme, la terminologie de travestissement, transsexualisme, dysphorie de genre. Avec aussi cet aspect que la transsexualité, de manière plus spécifique la dysphorie de genre, fait partie toujours des troubles répertoriés dans le DSM, dans ce manuel des troubles psychiatriques. Aujourd'hui, en termes du coup de politiquement correct, c'est le terme de trans qui est utilisé et on utilise au niveau psychiatrique la terminologie de dysphorie de genre. Ce trouble, cette catégorie fait quand même partie des troubles, toujours des troubles psychiatriques. Elle renvoie donc à cette incompatibilité forte, marquée des individus entre leur vécu, entre l'identité sexuelle ressentie et l'identité sexuelle physique telle qu'elle est assignée d'un point de vue légal. Et donc il peut y avoir ce décalage entre les deux. Là, le discours, il y a moins de consensus pour dire est-ce qu'il faut qu'il sorte, qu'il ne soit plus considéré comme un trouble ou pas, pour aussi des raisons de société de remboursement médicaux. Tant que le terme de dysphorie de genre est maintenu comme étant un trouble reconnu par les identités psychiatriques médicales, on peut faire appel à notamment la sécurité sociale pour demander des remboursements suite à des interventions chirurgicales. Si cette dysphorie de genre sort des troubles, n'est plus considérée comme un trouble, alors les interventions chirurgicales qui y sont associées seraient vécues comme des interventions dites de confort et non plus correspondant à une problématique interne très, très importante. Pour autant, est-ce que cela renvoie tout de même à un trouble psychiatrique? La discussion se pose et nous avons notamment Madame Bachelot qui a proposé à la Haute Autorité de Santé de modifier la catégorie dans laquelle se situe la dysphorie de genre pour qu'elle sorte des catégories des troubles psychiatriques pour intégrer plutôt des catégories de troubles somatiques liés du coup à une maladie physique, ce genre de choses-là. Donc voici un petit peu quelques notions par rapport aux catégorisations et comment c'est considéré dans notre société et d'un point de vue psychologique, psychiatrique de nos jours. On peut aller un petit peu plus loin parce qu'aujourd'hui, on a vu donc que par rapport à l'homosexualité, on préférait le terme de LGB, mais finalement, aujourd'hui, on va plutôt parler de LGBT+. Et donc, à quoi ça renvoie? Ça renvoie au désir de faire état d'une grande diversité dans les orientations sexuelles. Il n'y a pas que être lesbienne, gay ou bisexuelle, ça va beaucoup plus loin. Et donc, pour cela, se pose la question de qu'est-ce que l'orientation sexuelle? L'orientation sexuelle renvoie à 3 composantes principales. La première qui est l'attirance qu'un individu va avoir pour un autre, que ce soit de manière sexuelle ou de manière affective. Renvoie également au vécu subjectif de la personne. Est-ce que la personne s'identifie comme étant lesbienne, gay, bisexuelle, trans, ainsi de suite. Et enfin, la 3e dimension, c'est le comportement sexuel, c'est-à-dire le fait de s'engager dans un rapport sexuel avec une autre personne. Cependant, on peut observer, en considérant ces 3 composantes de l'orientation sexuelle, que certaines personnes ont des comportements sexuels avec des personnes de même sexe, mais ne se définissent pas comme étant lesbiennes, gays ou bisexuelles. Il apparaît donc qu'il n'y a pas forcément de cohérence stricte entre ces différentes composantes, les différents comportements que l'on peut avoir. Par exemple, seulement 20% des femmes ayant des comportements sexuels avec d'autres femmes s'identifient comme étant lesbiennes, 30% d'entre elles vont s'identifier comme étant bisexuelles, et là où c'est étonnant, c'est que 40% d'entre elles vont s'identifier comme étant hétérosexuelles, alors qu'elles ont des rapports sexuels avec des femmes également.
et il y a 10% qui ne répondent pas. Donc là, on voit qu'il y a aussi différentes manifestations, différents comportements qui peuvent s'observer avec cette idée qu'on va remettre en question les aspects binaires du sexe, aussi avec des personnes qui refusent de se catégoriser comme étant homme ou femme. On voit notamment dans des enquêtes une nouvelle catégorie apparaître, autre. Et donc là aussi se pose la question, est-ce que je suis sexuellement orientée vers un sexe ou pas? Et donc on va retrouver, et notamment en lien avec la problématique, enfin c'est pas une problématique, mais avec la thématique de la transsexualité, cette idée qu'on n'est pas sexuellement orienté vers un genre, mais vers des personnes associées à une personnalité, et que c'est certaines personnalités qui nous attirent, et pas forcément qu'on est attiré par un homme ou par une femme. Et justement, par rapport à ça, on voit que la terminologie T+, qui s'associe à LGB, renvoie à cette diversité d'orientations sexuelles qui ne correspondent pas à la sexualité majoritairement telle qu'on se la représente naïvement. Et du coup, associé à ça, on va avoir énormément de termes. Là, Madame Charbonnier vous en a présenté 4 qu'elle a pu identifier. Pour autant, voilà, elle a bien ajouté qu'il y en a beaucoup plus. Elle a identifié plus de 15 termes différents qui peuvent être utilisés par rapport à cette question de l'identité et de l'orientation sexuelle. Je vous remercie pour votre attention et je laisse Nina, qui est étudiante en psychologie, nous apporter son témoignage. Bonsoir. Donc moi c'est Nina, je suis étudiante ici à l'université de Nîmes en 2e année de licence de psychologie. Alors je ne suis pas venue aujourd'hui pour vous parler simplement de moi, ce serait un peu prétentieux de ma part de penser que ça vous intéresse, mais pour que vous compreniez qu'est-ce qui me rallie au sujet de la conférence d'aujourd'hui et pourquoi je prends la parole, je pense que c'est important de revenir un peu sur mon histoire et voilà, ce qui me relie à ce sujet. Donc, comme probablement la plupart d'entre vous, j'ai grandi dans un monde où une princesse se fait sauver par un prince, puis ils se marient, ont des enfants, sont heureux, vous connaissez la suite. Sauf que je me suis toujours posé des questions à ce sujet. Quand j'étais petite à l'école, toutes mes copines avaient des amoureux, et moi non, j'avais très peu de succès. Et je trouvais les autres filles plutôt jolies. Alors je me demandais, j'avais entendu parler d'homosexualité, d'hétérosexualité, mais à cet âge-là, en fait, on ne sait pas beaucoup ce que ça veut dire. Et je me suis posé des questions comme ça longtemps, jusqu'au jour où je suis tombée amoureuse. Et c'était un garçon. Alors c'était facile, c'est bon, j'étais dans la case hétéro. Et fin de l'histoire. Non, ce serait beaucoup trop simple. En fait, j'ai continué à me poser des questions parce que je me suis dit, est-ce que le fait que je tombe amoureuse d'un garçon aujourd'hui empêche qu'un autre jour, je pourrais tomber amoureuse d'une fille? Et la question, c'était non. Alors j'étais toujours dans le pétrin et il n'y avait toujours aucun mot qui me correspondait parce que si j'étais attirée par les garçons, je ne pouvais pas être lesbienne. Mais si j'étais attirée par les filles, je ne pouvais pas être hétéro. Alors je me suis posé des questions comme ça et au bout d'un moment, en fait, je me suis rendu compte qu'aucune des cases ne m'irait parce que juste je me sentais attirée par les personnes, pas par leur genre. Je me sentais un petit peu humanosexuelle. Le problème, c'est que j'ai cherché sur Google, ça n'existe pas. Et puis un jour, j'ai entendu quelqu'un dire « je suis pansexuelle ». Alors je ne sais pas vous, mais j'avais jamais entendu ce mot-là. Enfin, vous venez de l'entendre à la présentation juste avant, mais je ne sais pas si vous l'aviez entendu juste avant. Alors j'ai cherché sur Internet, encore une fois, et je suis tombée sur cette définition, qui était exactement ce que je ressentais. Alors pour ceux qui ne la connaîtraient pas, la définition qu'on peut trouver de la pansexualité, c'est le fait d'être attiré par une personne indépendamment de son genre. C'est-à-dire, on peut être attiré par un homme, par une femme, par quelqu'un qui n'est ni l'un ni l'autre, ou bien un petit peu des deux. Mais surtout, le plus important, c'est le fait qu'on est attiré sans accorder d'importance au genre de cette personne. On est attiré par sa personnalité et son charme, mais pas par son genre. Donc voilà pour la petite histoire, le petit drapeau pour ceux qui ne connaissaient pas. Mais au-delà de ça, en fait, ce que je voulais vraiment dire, et c'est pour ça que je me suis permise de prendre la parole aujourd'hui, c'est que cette case de pansexualité, elle m'a permis de ne pas me mettre dans les autres. C'était comme un moyen de dire, en fait, je ne corresponds à rien, donc je choisis ce mot-là. Et je pense que ce qui est important, c'est surtout d'avoir un mot qui nous met à l'aise avec ce qu'on est. En fait, on a tous une manière d'être attiré et de tomber amoureux qui est différente. On pourrait inventer un mot pour chacun de nous. On aime catégoriser parce que ça nous permet de mieux comprendre, de faire des raccourcis. Mais en fait,
on a tous des manières différentes, et c'est pour ça qu'il y a énormément de mots dans la communauté LGBTQ+, parce que si Madame Charbonnier en a trouvé 15, il y en a probablement encore d'autres, parce qu'on en invente petit à petit de plus en plus, car il y a plein de nuances dans la manière d'être attiré. Et en fait, on ne demande pas aux gens en général de comprendre toutes ces nuances et de maîtriser tous ces mots. Ce qu'on demande surtout, c'est de respecter l'étiquette que la personne a choisie pour elle-même et celle qui la rend à l'aise. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si un de vos amis se présente à vous en disant qu'il est bisexuel, ne dites pas de lui qu'il est homosexuel. Si vous rencontrez une femme transgenre, ne dites pas que c'est un homme, car c'est une femme. Et si quelqu'un que vous connaissez a décidé de changer de prénom, appelez-le ou appelez-la par ce nouveau prénom. Ne l'appelez pas par son ancien prénom. En fait, on ne vous demande pas de comprendre, on vous demande surtout de respecter. Et juste pour finir, je vous ai laissé mon adresse mail en bas. Ce serait au cas où certains auraient des questions mais ne voudraient pas le poser devant tout un amphithéâtre parce que je peux comprendre que c'est un petit peu intimidant. Et si jamais vous voulez boire un café avec quelqu'un qui est bienveillant sur le sujet, j'ai pas toutes les connaissances autour de la communauté, mais j'essaye en tout cas d'être bienveillante et je ferai de mon mieux. Merci. Merci beaucoup Nina. Je pense qu'à votre âge, je n'avais pas le courage de m'exprimer comme cela en public. Je suis extrêmement impressionnée. Je pense qu'on est nombreux à l'être. Si éventuellement il y en a qui ont des questions pour Nina, qui osent devant une assemblée, une question générale. Après, elle est disponible autour d'un café, elle a dit. Pas de problème. Notez bien son adresse mail au cas où. Pas de questions? Si. Je répète la question pour ceux qui n'auraient pas entendu, c'était d'expliquer la différence entre pansexualité et bisexualité. J'avoue que je m'étais demandé avant la conférence si on allait me poser des questions, et c'est celle-là à laquelle je m'attendais en premier. J'aurais deux réponses. La première, c'est que la différence concrète, c'est déjà que dans bisexualité, il y a bi, donc deux, homme, femme, alors que dans pansexualité, pan, qui signifie tout, donc ça comprend à la fois les hommes et les femmes, mais aussi toutes les autres identifications de genre, comme les personnes gender fluides, les personnes agents binaires. Mais ce qui me paraît surtout important, comme je le disais, en fait, c'est pas tellement est-ce qu'une personne est pansexuelle ou bisexuelle d'un point de vue de la définition, mais plutôt quel est le mot qui lui permet à elle de se sentir à l'aise. Voilà.